Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Merci de votre fidélité. Bienvenue, amis de la RPA, au journal de ce mardi 12 octobre 2021, dont voici les principales articulations. Assassinat ce lundi d'un orpailleur de la province de Muyinga par des gens non encore identifiés. Au moins 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. 5 personnes, dont 2 administratifs de la commune Rumongue, ont été enlevées ce mardi par des inconnus portant des tenues militaires. Leurs familles disent être inquiètes pour la sécurité des leurs. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la situation environnementale qui prévaut au pays à la veille de la Journée internationale de la réduction des risques et catastrophes, célébrée le 13 octobre de chaque année. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où une personne a été tuée par balle la nuit de ce lundi sur la colline Nyungu, zone Bgassare, commune Gassogwe, province Muyinga. La victime était orpailleur et 2 personnes ont été déjà appréhendées pour raison d'enquête. Les détails avec Marie-Ange Irakode. La victime répondait au nom de Haruna Ndayizeye, natif de la colline Nyungu, zone Bgassare, commune Gassogwe de la province Muyinga. Comme l'indique notre source à Gassogwe, c'était vers 19h de ce lundi, alors qu'Haruna Ndayizeye rentrait d'une rencontre avec ses amis, il a été tiré dessus, arrivé à quelques mètres de son domicile. Notre source est arrivée sur le lieu du crime. Il avait passé la soirée au chef-lieu de la zone. Il était avec ses amis. Ses bureaux l'attendaient tout près de chez lui. Il était juste devant son portail. Visiblement, c'était un coup bien préparé. Les informations recueillies sur place font savoir que l'auteur du crime a directement pris le large. Selon l'administrateur de Gassogwe, le crime aurait été commis à l'aide d'un fusil de type pistolet. Eric Nyonizigiye annonce qu'ils ont déjà appréhendé 2 suspects. Nous pensons qu'il a été tué à l'aide d'un pistolet car tous les témoignages recueillis convergent sur le fait qu'ils n'ont entendu qu'un petit bruit. C'est après qu'ils l'ont entendu crier au secours. 2 suspects ont été cités. Il s'agit d'un certain Idi et de son ami prénommé Asman. Nous les avons arrêtés et nous tenons leur portable que nous allons fouiller pour voir les communications qu'ils ont faites. Nous n'avons pas encore pu retrouver l'arme utilisée dans ce crime. Certains sujets de la chercher dans les latrines des environs. Haruna Ndayizeye est mort en cours de route vers l'hôpital Muyinga. Haruna Ndayizeye est mort en cours de route vers l'hôpital Muyinga. Nos sources à Gassogwe révèlent qu'avant de mourir, il aurait cité 2 noms des personnes qu'il pense l'avoir tué. Et ce sont les 2 qui ont été arrêtés, précisent nos sources. Haruna Ndayizeye était orpailleur et avait eu ces derniers jours des conflits d'argent avec d'autres orpailleurs. Les 2 personnes arrêtées sont toutes des orpailleurs. Marie-Ange Irakodi. Dans le dossier de l'assassinat de la femme du lieutenant-colonel Aronda Ishimiye, aujourd'hui, la rédaction de la RPA revient sur quelques faits qui ont précédé la mort de cette femme, des faits qui se sont déroulés d'une part au service de la défunte et d'autre part au quartier. Les détails avec Eloge Divin, Remesha. Fabienne Dairagidje, épouse du lieutenant-colonel Aaron Daishimiye, travaillait comme infirmière au centre de santé Muyange, en zone Rubirizi, de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura. Des informations en possession de la RPA révèlent que jeudi, le 23 septembre, vers 16h, Aaron Daishimiye a envoyé son véhicule, un pick-up militaire, plein des hommes en uniforme, au centre de santé Muyange. Les militaires avaient comme mission de faire entrer la femme du chef. La concernée, elle, a pris cette offre comme un cadeau empoisonné et n'avait pas l'habitude d'être déplacée par son mari. Selon des informations recueillies au centre de santé, elle a décliné l'offre et a préféré partir avant d'être vue par les agents de son mari. Quand les militaires envoyés par le mari de Diane Dairagidje ont appris que cette dernière n'est plus là, ils ont affiché un comportement qui a inquiété plus d'un parmi les personnes qui étaient sur place.
Premièrement, les témoins indiquent que ces militaires n'étaient pas lucides. Deuxièmement, ils se sont mis à fouiller partout pour s'assurer qu'elle était réellement déjà partie. Ils sont restés sur les lieux pour près de 3 heures, soulignent nos sources. Moins d'1 heure après le départ de ces militaires, la nouvelle de la grenade qui a été lancée au quartier Milango 2 a alors commencé à circuler. Cette grenade avait été lancée au domicile du lieutenant-colonel Aaron Daishimiye. L'une des victimes était sa femme. Les voisins de la famille sont convaincus que, compte tenu de l'emplacement du domicile de cet officier de la FDN, il serait difficile, voire impossible, que quelqu'un de l'extérieur puisse attaquer ce domicile et réussir à repartir sain et sauf. Dans notre édition de demain, nous reviendrons sur la cohabitation de ce couple. Merci à toi, Éloge Divin. Rémiche, je vous le disais en titre, le chef de secteur Midodo, Colline et Muhuzu, en commune Rumongue, et 3 autres personnes ont été arrêtées tard la nuit dernière et conduits dans un endroit inconnu. Les auteurs de cette arrestation, aux allures d'enlèvement, étaient en treillis militaire. La famille et les voisins craignent pour leur sécurité et demandent aux autorités de les aider à les retrouver. Les détails avec Émile Nivasumba. Le chef de la sous-colline Midodo, connu sous le nom d'Alexis Nimobona, âgé d'à peu près 60 ans, a été arrêté chez lui par des individus en tenue militaire. Selon nos sources, ces gens ont également arrêté ses 2 fils et leurs domestiques. Les auteurs de l'arrestation avaient un véhicule, selon cet habitant de Midodo. Ceux qui les autres interpellés étaient en tenue militaire et ont débarqué au domicile d'Alexis Nimobona vers 1h du matin. Ils se déplaçaient dans un véhicule qu'ils ont laissé à Muhuzu et sont montés à pied vers la sous-colline Midodo de la zone Minago. Ils ont arrêté ce chef de la sous-colline Midodo, Alexis Nimobona, ses 2 fils, à savoir Eric Ndouamungu et Gabriel, ainsi que leurs domestiques. Les voisins n'ont pas pu intervenir car ils ont eu peur vu que cette arrestation est survenue dans les heures avancées. Le matin de ce mardi, la famille a essayé de chercher en vain l'endroit où auraient été acheminées les 4 personnes. Une situation qui accentue les craintes pour la sécurité de ces individus interpellés dans un même ménage par des personnes non identifiées. La famille a mené des recherches jusqu'à Muhuzu, mais elle n'a reçu aucune information. Elle a décidé de saisir les administratifs. Ces derniers leur ont dit qu'ils vont entamer des enquêtes. Jusqu'à maintenant, personne ne sait si ces gens qui les ont enlevés seraient des militaires, des policiers ou des agents du service national de renseignement. Personne donc ne sait l'endroit où les victimes ont été conduites. La famille et les voisins demandent à l'administration de les aider à retrouver leurs proches et à connaître le motif. En page politique, le parti UPRONA compte traduire en justice les commanditaires de l'assassinat du héros de l'indépendance, Rui Guagasori. Annonce faite ce mardi dans une conférence de presse animée par le président de ce parti à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance. Olivier Nkurunziza demande à la Belgique de reconnaître sa responsabilité dans cet assassinat, comme elle l'a fait en République démocratique du Congo. Suivez Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, elle reconnue par Gitega. Le parti UPRONA réaffirme qu'il s'est assigné de traduire en justice les commanditaires de l'assassinat du prince Louis Guagasore et interpelle une fois de plus le gouvernement du Burundi à l'appuyer pour que ces commanditaires soient connus et en dégageant les responsabilités de certains coloberges qui ont agi en complicité avec les chefs du Parti démocrate PDC. Le parti UPRONA lance également encore une fois un appel au peuple et au gouvernement belge à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du prince Louis Guagasore, ancien premier ministre burundais, comme cela a été fait pour le premier ministre congolais Patrice Lumumba. Cette année, la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Guagasore est célébré au moment où le gouvernement de la République du Burundi est déterminé à asseoir une véritable justice sociale pour tous. Le parti UPRONA réitère son attachement aux idéaux du prince Louis Guagasore en appelant tous les Burundis en général et les Badasigana en particulier de toujours œuvrer dans l'esprit de fraternité, de solidarité pour honorer la mémoire du prince Louis Guagasore, en prenant comme devoir de sévir sévèrement contre la corruption. Le prince Louis Guagasore a été assassiné le 13 octobre 1900.
61. Le 13 octobre, c'est aussi la journée internationale de la réduction des risques des catastrophes. Dans une déclaration faite ce mardi pour cette occasion, le ministre de la Sécurité publique, de l'Intérieur et du Développement communal a annoncé les réalisations de son gouvernement dans ce secteur. Gervais Ndilakobucha cite parmi ses réalisations les premiers secours faits à certaines victimes des catastrophes naturelles. Suivez le ministre Gervais Ndilakobucha. Des efforts ont été consentis pour réduire l'impact de ce risque sur les communautés et l'environnement à travers une coopération active entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires. Burundaises, Burundais, amis du Burundi. Grâce à cette coopération active, des réponses aux situations d'urgence ont été apportées, tandis que d'autres sont en cours. Il sied d'en mentionner quelques-unes pour illustration. Les victimes d'inondations d'Ogashi et Gitaza en province de Rumonge ont été localisées en 2018 à Mayingo dans la commune de Rumonge et y mènent une vie décente. Des solutions durables ont été apportées aux victimes du glissement de terrain survenu en décembre 2009 à Nyempundu dans la commune Mugina, province Chibitoki, où 250 maisons semi-durables ont été construites à Gisheke. Une école primaire sera bientôt construite à ce site et le pont Nyatubindi a été réhabilité pour y accéder. Des ménages locataires et victimes d'inondations à Gatumba, dus au débordement des eaux de la rivière Rusizi, ont bénéficié des frais de location pour 3 mois, tandis que les ménages des propriétaires de maisons détruites, qui ne peuvent plus retourner dans les zones d'origine, seront installés dans une zone qui est en cours d'identification. Cette journée sera célébrée au Burundi le 18 octobre en province Kirundo, province choisie car elle est souvent victime d'un déficit hydrique qui occasionne la famine. Les festivités de cette journée ont été repoussées car elles coïncident avec la 60e commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi. Le thème de cette année est Ensemble pour un monde plus sûr. Parlons toujours de catastrophes naturelles, des travaux de protection pour que la rivière Rusizi n'inonde pas encore. Les ménages de Gatumba sont en cours. Des travaux faits par les habitants de la zone Gatumba en compagnie des administratifs à la base. Et ces travaux que cette population trouve toutefois insuffisants. Elle estime que seules les constructions durables pourront empêcher l'eau de déborder. Les détails avec Aimable Nishim. Pour éviter d'éventuelles nouvelles inondations causées par le débordement de la rivière Rusizi, les habitants de la zone Gatumba, en collaboration avec les administratifs à la base, essaient de renforcer les berges de la rivière Rusizi. Selon les informations en provenance de Gatumba, tous les samedis, les administratifs à la base et la population locale effectuent des travaux communautaires sur la rivière Rusizi. Les administratifs apportent des sacs que la population remplit de terre et les placent sur les berges de la rivière, afin d'empêcher que les eaux de cette rivière n'envahissent encore leur quartier. Toutefois, notre source estime ces travaux inefficaces. Il faudrait construire plutôt des digues. Ils sont en train de protéger les berges de la rivière Rusizi pour empêcher l'eau de déborder, mais ce n'est pas suffisant, car la Rusizi est presque restée au même niveau. D'un moment à l'autre, il peut inonder nos maisons si la pluie venait à s'intensifier. Pour nous, le gouvernement devrait aménager les rives de la Rusizi en enlevant le sable et y ériger une digue de façon que l'eau ne puisse plus déborder et atteindre les habitations. Dans cette zone Gatumba, plus de 1400 ménages ont été touchés par les dernières inondations survenues durant le premier semestre de cette année en cours. Ceux qui ont été beaucoup plus touchés vont être délocalisés. Le gouvernement prépare leurs nouvelles habitations. Les autres pouvant continuer à vivre dans leurs parcelles seront aidés dans la réhabilitation de leurs maisons. Selon les habitants de Gatumba, la réhabilitation en question consiste à leur construire des colonnes et ils mettront des tentes. Tous les sinistrés sont toujours regroupés dans un site. Aimable Nishimni, avant de clore ce journal parlant éducation, où la direction de l'école technique à régime d'internat de Mutumba, en commune Kabedi de la province de Bujumbura, et le comité de représentation des élèves devraient se mettre ensemble pour étudier tous les problèmes, y compris le problème en rapport avec la restauration, afin de trouver des solutions durables. Conseil de la ligne Bidzi éducatrice, alors que sur cet établissement, certains élèves passent des jours sans pouvoir bénéficier de la restauration de l'école, et la ligne Bidzi appelle au partage du peu de repas servis entre tous les élèves. Suivez Eulalie Nibitsi. La situation de l'école technique de Mutumba est une situation atypique. Normalement,
L'organisation de toutes les activités de l'école incombe à la direction scolaire et ces activités incluent la gestion du réfectoire et des repas des élèves. Dans une situation pareille, et c'est une preuve que la direction s'est désengagée de l'éducation des enfants et de la vie des enfants. Normalement, à l'école, la nourriture des enfants devrait être planifiée avant la rentrée scolaire. L'école devrait planifier le nombre des élèves et les quantités à consommer par jour. Une fois que les études commencent, au début de l'année scolaire, il devrait y avoir un comité mixte entre les élèves et la direction. Normalement, ce comité est dirigé par le directeur d'internat. Il comprend les élèves et les surveillants et ils analysent les difficultés qu'il y a à l'école, les facilités, les opportunités à partager entre les élèves et la direction et ils trouvent une solution. Et ils devraient disposer des responsables qui mettent sur la table la nourriture et ils devraient partager cette nourriture entre tous les élèves. C'est-à-dire que sur chaque table, la nourriture devrait être partagée en fonction des assiettes, en fonction de la composition des tables et la discipline devrait être assurée par la direction et les élèves. Finalement, laisser les élèves aller chercher à manger à l'extérieur, ça les expose à plus d'un titre. D'une part, les enfants peuvent consommer du n'importe quoi en dehors de l'école et même du poison, pourquoi pas. Les enfants peuvent même sortir vers l'extérieur de l'école sous prétexte qu'ils vont chercher à manger alors qu'ils vont pour le vagabondage et les boissons prohibées, mais pourquoi pas pour la prostitution. Et voilà, c'est sur cette interview de Dame Eulaline Midi que nous mettons un point final le journal de ce mardi 12 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu. Sans oublier toute l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.